Bienvenue dans le QG News. Au sommaire de ce journal, le bras de fer a pris un nouveau tournant entre les militaires et le pouvoir politique burkinabé ce lundi au lendemain de nombreuses mutineries. Le président Roch Marc Christian Kaboré est arrêté. Mécontentement, mutinerie ou alors un coup d'État, la situation reste encore confuse, tout comme le sort du chef de l'État. Baisse des recettes au sein de la filière coton au Cameroun, conséquence directe de l'impact de la crise sanitaire qui a perturbé la chaîne logistique internationale. Et l'Afrique du Sud, fer de lance de la lutte pour l'égalité d'accès aux vaccins anti-Covid, a inauguré il y a quelques jours au Cap la première usine du genre du continent. Focus à suivre dans ce journal. Le président Roch Marc Christian Kaboré aurait été arrêté. Cette information intervient au lendemain de tirs entendus dimanche en fin de journée à Ouagadougou, près de la résidence du président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, qui serait détenu par des soldats mutins dans un camp militaire, et ce depuis ce lundi 24 janvier au matin. Le chef du Parlement et des ministres seraient également aux mains des soldats. Alors, mécontentement, mutinerie ou alors coup d'État, la situation est toujours confuse, tout comme le sort du chef de l'État. Le point avec Siamlo Victoria Selji. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est détenu par des militaires. C'est ce qu'ont révélé plusieurs médias locaux au matin du lundi 24 janvier 2022, soit à la veille de la mutinerie qui avait mis le pays en branle-bas toute la journée du dimanche au 23 janvier. La mutinerie avait été déclenchée dans plusieurs casernes pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens plus adaptés à la lutte contre les attaques terroristes devenues le quotidien des populations. Le ministre des Armées avait un peu plus tard démenti l'information d'un coup d'État. Apparemment, les choses se sont accélérées dans la nuit de dimanche à lundi parce que y a eu des tirs pendant la nuit. Au petit matin, on s'est rendu compte que au niveau du domicile privé justement du président du Faso, il y a eu du grabuge, et c'est ce qui laisse croire effectivement que le président a été une des cibles des mutins. D'après ce qu'ont rapporté des médias locaux, le chef de l'État burkinabé est détenu au camp Sangoulé-Lamizana par des militaires lourdement armés faisant la ronde devant l'entrée. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandawogo Damiba, officier supérieur d'infanterie, est présenté comme le leader de ce putsch. Connu, oui, il est connu parce que c'est un des jeunes officiers. Il a été nommé récemment commandant de la région du centre, si je ne me trompe. Donc, pour être connu, il est connu dans le milieu des jeunes officiers. Il a servi au nord, il a été ramené à Ouaga, je crois, il n'y a pas longtemps. Son nom circule sur les réseaux sociaux, mais on n'a aucune confirmation officielle, donc il faut être très prudent. Et c'est sur les réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux sont coupés, ceux qui ont la DSL qui arrivent à communiquer. La RTB, télévision nationale du Burkina Faso, aurait été prise d'assaut par des militaires cagoulés et lourdement armés et la présidence de la République encerclée, selon les médias. Internet aurait été également coupé dans certaines zones du pays. Une déclaration officielle sur la situation a été annoncée pour lundi après-midi. Au Sénégal, la coalition au pouvoir, Benno Bokk-Yar, reconnaît sa défaite aux élections municipales à Dakar. Une défaite face à l'opposition, toujours à Dakar, la capitale, et Ziguinchor, la plus grande ville du sud du pays, lors des élections municipales de dimanche 23 janvier. Les listes de l'opposition étaient dirigées à Dakar par Barthélémy Dias, proche de l'ancien maire Khalifa Sall, à Ziguinchor, plus grande ville donc du sud, dans la région de Casamance, par Ousmane Sonko, pressenti comme un des principaux concurrents à l'élection présidentielle de 2024. Staffan de Mistura, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, s'est rendu sur ce territoire dans le cadre de sa première tournée régionale pour tenter de relancer les négociations. Tournée bouclée le 19 janvier, mais la reprise du processus politique s'annonce compliquée. Pour le Maroc, la relance des négociations doit s'inscrire dans le cadre de tables rondes rassemblant le Maroc, le Polisario, mais aussi l'Algérie et la Mauritanie. L'Algérie, de son côté, est contre cette disposition. C'est un sujet de la rédaction. Il vient d'achever une tournée dans cette région. L'envoyé du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura,
était jusqu'au 19 janvier dernier au Sahara occidental. L'objectif de ce déplacement est de relancer le processus politique, relancer les négociations entre les parties prenantes au conflit. Mais le bilan de ces échanges est mitigé. Mais pour ce diplomate, cette visite constitue néanmoins une première étape vers un possible dialogue. La visite de De Mistura dans les camps de réfugiés sahraouis s'est terminée de manière normale et très bénéfique. Il a entendu le point de vue sahraoui de ceux qui demandent l'indépendance. Comme vous le savez, c'est une nouvelle phase après celle de l'ancien président américain Donald Trump. La décision de Trump qui est devenue encre sur papier est un échec. Pour le peuple sahraoui, il a des armes à la main et continuera sa lutte armée jusqu'à la victoire. Cette visite intervient alors que les tensions entre le Maroc et l'Algérie autour de la question du Sahara occidental se sont amplifiées. Pour Rabat, la relance des négociations, interrompue depuis 2019, doit s'inscrire dans le cadre de tables rondes, rassemblant le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Alger, de son côté, est formellement opposé à une reprise des pourparlers sous cette forme. Comme dit le dicton, ce qui a été pris par la force ne peut être rendu que par la force. Quant à De Mistura, nous n'attendons pas grand-chose de lui. La question du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, considérée comme un territoire non autonome par l'ONU, oppose depuis 1975 le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Le Maroc, qui contrôle près de 80% de ce territoire, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario, lui, plaide pour un référendum d'autodétermination. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine approuve les positions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la question de la transition malienne. L'Union africaine appuie en effet les sanctions prises par l'organisation sous-régionale, l'UA, qui appelle par ailleurs les autorités maliennes à une transition de 16 mois maximum et non de 5 ans telle que proposée par les militaires. Samantha Saberou-Saboubanka. L'Union africaine a annoncé à travers un communiqué paru vendredi 21 janvier 2022 avoir rejeté le calendrier de la junte au pouvoir et propose une transition de 16 mois supplémentaires maximum. En rejetant la prolongation du calendrier de la transition, l'UA soutient à cet effet la position de la CEDEAO en attendant la position des chefs d'État qui se réunissent début février 2022 en Éthiopie. À travers cette décision de l'Union africaine, nous arrivons à l'évidence que cette organisation panafricaine encourage la voie de la médiation, contrairement à la voie de la fermeté des sanctions proposées par la CEDEAO aujourd'hui. Et cette décision permet de renforcer davantage la complexité de la transition politique en cours au Mali, un pays déjà où nous sommes dans l'impossibilité technique d'organiser les élections dans un délai de 12 mois. En proposant ce calendrier de 16 mois, soit 1 an et 4 mois, contre 5 ans proposés par la transition, l'institution panafricaine milite pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel après des élections démocratiques et un pouvoir dirigé par des civils. Il faut voir à travers cette décision comme étant une issue tout à fait amiable dans le règlement de cette crise et de ce contentieux diplomatique qui relie le Mali aux autres pays membres de la CEDEAO. Et on le sait évidemment qu'aucun État ne peut avoir un intérêt à voir cette crise perdurer, car déjà nous avons des foyers de tension un peu partout au lac Tchad, avec Boko Haram, au Nigeria. Donc si la crise malienne perdure, cela peut être un facteur déstabilisant pour la stabilité dans la zone nord-ouest africaine. La détérioration de la situation sécuritaire et l'absence d'autorité de l'État dans le centre du Mali continuent d'alerter la communauté internationale, y compris l'Union africaine et ses instances sous-régionales. Le Mali est sous le coup des sévères sanctions politiques et économiques depuis le 9 janvier 2022. Au Cameroun, la filière coton est entrée dans une phase de perturbation depuis 2020 en raison notamment des conséquences de la pandémie de Covid-19 et des difficultés survenues au niveau de la chaîne logistique internationale, empêchant l'écoulement de la production. Et cela a entraîné une baisse importante des revenus de la filière, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Joël Ballot.
Malgré la Covid-19 qui l'a affectée, la Société camerounaise de développement du coton déclare avoir pu finalement épuiser les 30 975 tonnes de coton restant de la campagne 2019-2020 au cours de la campagne de commercialisation 2020-2021. Un retard à l'embarquement qui a entraîné des pertes financières évaluées à 4,7 milliards de francs CFA et une baisse du chiffre d'affaires de la société passant de 154,6 milliards de francs CFA entre 2018 et 2019 à 125,4 milliards de francs CFA entre 2019 et 2020. Cette situation a causé à l'entreprise une baisse de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020 et non une perte comme certains ont pu le penser, puisque les encaissements différés seront comptabilisés en 2021. Selon la Sodécoton, il existe des ventes avec un embarquement différé qui peuvent aller à 12 voire 14 mois. Un retard qui n'a pas empêché la société de remonter son chiffre d'affaires à 148 milliards de francs CFA sur la campagne 2020-2021 contre 125,4 milliards de francs CFA entre 2019 et 2020, soit une hausse de 26,6 milliards de francs CFA. Il y a des éléments qu'il faut appuyer. Il y a l'évolution de l'activité économique nationale et mondiale qu'il faut observer, la manière dont les différents importateurs et exportateurs s'adaptent à la crise, et c'est ce qui ferait en sorte que on revienne à la situation ex-ante. En plus du coton, la société agro-industrielle encadre plusieurs activités, notamment de l'huile raffinée et des tourteaux pour les éleveurs. Pour un plus grand rendement, elle entrevoit au cours de la campagne 2021-2022 en cours d'étendre ses terres à 259 000 hectares pour une production de 375 000 tonnes. Une première usine de production de vaccins contre le Covid-19 inaugurée en Afrique du Sud, pays fer de lance de la lutte pour l'égalité d'accès aux vaccins. Les doses sont attendues cette année et au total, d'ici 2025, le site devra produire jusqu'à 1 milliard de doses chaque année. Marie-Raphaël Antolo. L'Afrique du Sud a inauguré une unité de fabrication de vaccins anti-Covid-19 dénommée Nantes SA à Cape Town. Officiellement ouverte le 19 janvier 2022, elle produira environ 1 milliard de doses de Covid-19 par an d'ici 2025. Également des vaccins contre le cancer et d'autres produits pharmaceutiques. Près de 170 millions d'euros, soit plus de 110 milliards de francs CFA, ont été investis dans ce projet par l'homme d'affaires d'origine sud-africaine, Patrick Soon-Shiong. Cette vaste collaboration nous permet aussi d'être parmi les meilleurs dans le monde. Nous avons également évoqué la collaboration qui est initiée entre les scientifiques et les institutions à travers le continent africain tout entier et à travers le monde. Il s'agit selon l'exécutif de la 3e usine de fabrication de vaccins d'Afrique du Sud, mais la toute première en Afrique à produire entièrement des vaccins Covid-19 au lieu de les fabriquer à partir de l'eau semi-finie. Avec sa particularité, la nouvelle usine pourra ravitailler et renforcer toute l'Afrique, selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa. L'investissement le plus important que nous pourrions faire à cet effet est l'investissement durable, notamment dans le renforcement des compétences et capacités humaines. Ceci en permettant à nos scientifiques et jeunes citoyens d'être compétents et outillés pour être opérationnels dans ce domaine. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les ruptures d'approvisionnement et l'insuffisance des ressources financières dans certains pays africains a ralenti le déploiement des vaccins contre la Covid-19 sur le continent. Cela par ailleurs, selon l'institution, compromis les plans visant à atteindre une large couverture vaccinale sur le continent avant fin 2021. Du sport avec la Coupe d'Afrique des Nations avec la suite des 8e de finale et ce mardi, place à la rencontre Sénégal-Cap-Vert, c'est à 17h. Autre match attendu, Maroc-Malawi à partir de 20h. Ces 8e de finale de la CAN 2022 se déroulent depuis dimanche et vont se poursuivre jusqu'à ce mercredi 26 janvier. Francis Ngannou conserve sa ceinture de champion du monde du UFC poids lourd en battant le Français Cyril Gane, malgré sa blessure à l'entraînement qui oblige d'ailleurs
le champion à se faire opérer. Une victoire néanmoins, c'était samedi lors du combat d'arts martiaux mixte en Californie. Le Camerounais s'est imposé en ajoutant une 17e victoire à son palmarès. Joël Ballot. Il se maintient à la cime. Le Camerounais Francis Ngannou conserve sa ceinture de champion du monde des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship. Confronté au Français Cyril Gane dans la nuit du 22 au 23 janvier 2022, Francis Ngannou a proposé une opposition de haut niveau lors du Main Event de l'UFC 270. Le double champion du monde s'impose en remportant 3 rounds sur 5 sur décision unanime des juges 48-47, 48-47, 49-46. Ce soir, j'ai juste envie de célébrer avec mon équipe ici présente parce qu'elle a toujours été là et me met au travail. Elle me supporte et me coach parce que c'est très dur. Ma famille, mes amis et fans, bref, toutes les personnes à travers le monde, notamment le Cameroun, mon pays. Je ressens beaucoup d'amour pour ce pays. Ils m'ont envoyé un très grand encouragement et je ne sais comment les remercier. C'est un voyage incroyable qui mène à cette victoire. Sa victoire, il la doit aussi à la communauté africaine et surtout camerounaise qui n'a pas cessé de l'encourager sur les réseaux sociaux, notamment des joueurs de l'équipe nationale de football et des anciens lions indomptables. Le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, pour qui il est une fierté, a partagé ses vives félicitations sur son compte Twitter à l'endroit du double champion du monde. Félicitations à Francis Ngannou pour cette belle victoire de champion du monde des poids lourds en MMA de l'UFC. Le Cameroun est fier de votre fighting spirit qui permet de conserver ce titre et porte haut la nation tout entière. Désormais plus confirmé que jamais, le regard tourné vers l'avenir, le double champion du monde des poids lourds veut se donner un nouvel objectif, écrire son histoire dans la boxe anglaise. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.